Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du jeu de rôle, Les Lames du Cardinal. Alors, la dernière version qui est sortie par Eldercraft en mois d'avril de l'année dernière. Donc là, j'ai la version collector. Je vais vous présenter comme d'habitude tout le jeu, tout le système, et il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire. Alors tout d'abord, un petit rappel, les Lames du Cardinal, en fait, sont issues de la trilogie des Lames du Cardinal, en fait, de Pierre Pével. Et je dois déjà vous dire qu'avant même de commencer, en fait, cette revue, pour moi, a quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que Pierre Pével, en fait, c'est mon ami depuis, c'est notre ami depuis quasiment 40 ans. Euh, Quand il parle de ses potes rôlistes et de la nostalgie des tables de l'époque, en fait, c'est de nous. C'est des gens que vous voyez des fois sur les actuels plays, Hervé, Fred et d'autres. Et donc, en fait, ça relève un peu, c'est un peu de nostalgie de vous parler de ça avec PH. Donc en fait, en tout cas, Pierre, si tu m'écoutes et si tu me vois, et si un jour, enfin, si tu me vois, on doit se voir bientôt, mais si un jour tu as envie de revenir jouer autour de notre table, bah, sache que tu seras, comme, comme tout le temps, le bien. Pardon, le bienvenu. Voilà, ça c'était mon petit coin, l'arme à l'œil, machin, etc. Blablabla. Et en tout cas, je suis absolument très fier en fait du parcours de mon pote. Ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Bien, bon, maintenant on va revenir au jeu. Donc en fait, ça c'est la dernière version qui a été faite par Eldercraft, en sachant que Sans Détour a sorti en 2014 une première version des Lames du Cardinal. Hein. Donc celle-ci est quand même vache. Donc c'est le même auteur. Il y a d'autres plumes en fait qui écrivent dans le bouquin. Mais grosso modo, en fait, le système, je pense que le système est à peu près le même. Donc, en tout cas, je ne vais pas vous comparer les deux boîtes parce qu'en fait, la version 1, je ne l'ai pas, je ne l'ai même jamais lue, en fait. Donc, je vais vous parler des Lames du Cardinal, d'Aldercraft, avril 2024, ici, la version collector. Alors, sur le fond. Sur le fond, déjà, donc ça, j'avais fait une vidéo où j'avais fait un déballage de la boîte. Donc, quand vous pouvez, si vous voulez, aller jeter un œil. Par contre, je vais refaire ici quand même la présentation en fait de la forme. Je me trompe toujours entre le fond et la forme. Fred, t'es vraiment un gros débile. Depuis le temps que tu fais des vidéos, t'es même pas capable de ça. Bon, bref, je vais vous parler déjà de la forme. Alors, la forme, là, comme je vous ai dit, c'est la version collector. Et la version collector, elle arrive dans un coffret que je trouve, moi, personnellement, absolument magnifique. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, dans ce version collector, on a l'essentiel se trouve ici, avec ces deux, ces deux livres. Donc, on a un livre sur l'univers. Le livre de l'univers ne contient aucune règle, hein, donc il est là pour absolument décrire absolument l'univers de l'univers des lames du cardinal. Et vous avez un livre sur le jeu qui, lui, va contenir en fait toutes les règles du jeu de rôle pour y jouer. Voilà, donc ça déjà pour commencer. Alors je ne vais pas vous montrer l'intérieur des deux, je vais en prendre un des deux, je vais vous montrer un peu la maquette. Et moi, je trouve ça. Alors, on va encore m'engueuler parce que je tourne les pages comme ça, mais bon, sinon, je mets ma main là, c'est le bordel. Voilà. Donc, la maquette est très très claire. Hein. J'aime beaucoup en fait tous les liserés qu'il y a autour, les polices de caractère utilisées. Là, ce que vous voyez, à chaque fois, vous avez un petit parchemin, enfin pas à chaque fois, mais il y en a beaucoup, avec un seau. Et à chaque fois, qu'est-ce que c'est en fait ce petit parchemin? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des idées de scénario. Et ça, c'est super cool, je trouve. Voilà, donc, vous voyez un peu la présentation qui, ma foi, est absolument très, très, très jolie. Euh, enfin, à titre personnel, je la trouve vraiment très, très jolie. Enfin, voilà. Petit feuilletage rapide. Hein. Donc ça, c'est pour vous montrer comment le fond des bouquins. Hein. Le livre de règles, bah, vous verrez au fur et à mesure qu'on passera la vidéo, c'est du même acabit, hein, bien entendu. Voilà. Ça, c'est pour le fond
Enfin, la forme, putain, la forme du contenu du bouquin, des deux bouquins. Voilà. Ça, c'est la première partie. Ensuite, je vais continuer à vous montrer ce qu'on trouve dans la fameuse version collector. Alors ça, vous pouvez l'acheter à part, hein, bien entendu. Je crois que même les bouquins, en fait, vous pouvez les acheter. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Vous pouvez acheter l'un ou l'autre. Et ici, on a un écran pour le maître de jeu que je trouve absolument avec une illustration. Alors, bien que peut-être un peu sombre, moi je la trouve très chouette. Hein. C'est une des scènes mythiques des romans. Hein. C'est le dragon achéen qui attaque Paris sur la place de Notre-Dame. Et de l'autre côté, voilà ce que vous avez de l'autre côté en termes de vision pour le maître de jeu, qui reprend les tables et enfin les tables et la manière de jouer, parce qu'en fait il n'y a pas de table dans le jeu de rôle, vous allez voir. Voilà, ça c'est pour les bouquins. Posez ça là. Et enfin nous avons le fameux, ce qu'on appelle ce qui est appelé le nécessaire. Alors nécessaire, lui, qu'est-ce qu'il contient? Bon, il contient, ça c'est vrai, il contient des pions. Alors, c'est des pions de ténacité et de vitalité. Moi, j'aurais préféré avoir des pions en fait d'attaque et de défense pour le MJ, mais on y viendra tout à l'heure. Mais je les utiliserai peut-être pour ça. Vu que les pions vu que la ténacité et la vitalité, elle est déjà sur les feuilles de personnage. Donc, je trouve que c'est peut-être un peu... Ah, quoi que... Oh, je sais plus. Je sais plus. Bon, bref, peu importe. Ça, alors c'est en bon carton, c'est la rivière draconique, c'est en début de scénario, le maître de jeu va poser une carte arcane qui va changer un petit peu. Ça va donner un malus à certaines actions, ça va donner un peu l'ambiance du scénario. Et pourquoi c'est posé ici? Parce que les joueurs auront la possibilité éventuellement de la changer dans une conjuration, ce qu'on appelle une conjuration. Ici, vous avez des cartes dont... alors ça, c'est la carte en fait du QG des lames. Hein, ça, c'est les cartes du QG des lames. Et vous avez d'autres cartes donc du même format pour les deux scénarios qui sont présents dans le livre. Hein. Donc voilà, les cartes comme vous voulez voir. Il y en a quelques-unes, le donjon du Louvre. Ici, l'église... ça s'appelle déjà l'église Saint-Eustache, donc pareil, hein, elles sont toutes du même format. Hein. Voilà ce que vous pouvez voir, vous voyez, des cartes qui correspondent au scénario du bouquin. Et enfin, ça c'est plus d'ailleurs, je les trouve pas trop mal, et pour l'ambiance sur la table c'est sympa. Vous avez une carte de Paris, de l'époque des lames, et une carte de France, toujours de l'époque des lames. Et là, vous avez même une carte de l'Europe. Donc, on est assez fourni en cartes. Et comme moi, j'aime bien les cartes, et on termine par une carte du monde, parce que dans le jeu, en fait, on vous décrit un peu toute la géopolitique en fait, de l'époque sur le monde complet. Là, vous avez des aides de jeu. Ça va être des aides de jeu qui vont permettre à vos joueurs de leur donner des idées s'ils sont à court pour décrire leurs actions d'escrime. Hein. La feuille de sens, ça, c'est la feuille en fait du QG. Hein. Donc là, vous allez noter vos ressources, vos contacts, enfin les contacts du groupe, le nombre de missions, pardon, effectuées, etc., etc. Et ici, nous avons les feuilles de personnages. Hein, donc voilà, recto verso. Donc on a quelques-unes. Et ça, c'est pas mal. Elles ne sont pas en bloc, en fait. Elles sont séparées l'une de l'autre. Je ne vais pas arriver à sortir, celle-ci. Voilà. Encore des jetons. Donc ça, c'est des jetons. Vous avez... ça permet à votre joueur de savoir s'il en attaque ou en défense. Ça, ce sont les points de Jusquiam, on y viendra. Et ça, ce sont les points d'unité, on y viendra aussi. Et là, on arrive au drame, en fait, je trouve. Voilà, ce qui se passe, c'est que si vous avez des emplacements pour mettre vos cartes, mais si vous ne foutez pas
Un élastique, ça devient très vite le foutoir. Bref, c'est pas très grave. Alors là, on a plusieurs types de cartes. On a, vous voyez, ça c'est école française par exemple. Donc je vais vous montrer là, c'est plus simple. Ici, vous avez par exemple l'école française. Donc il y a différentes écoles, mais on verra ça dans la création de personnages. D'école d'escrime, en fait, ce sont des types de... je vais dire des types d'écoles, non, c'est pas des types d'attaque non plus. Un escrimeur en saurait plus que moi. Enfin bon, bref, c'est d'escrimeurs. Donc vous avez l'école française, il y a l'école allemande, il y a l'école drac, il y a l'école pirate aussi éventuellement. Et derrière, qu'est-ce que vous avez l'école espagnole par exemple là. Et qu'est-ce que vous avez derrière? Vous avez à chaque fois en fait, donc ça c'est une carte de parade, mais ça c'est une glissade. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez une feinte. Ça c'est une feinte espagnole, ça c'est une feinte française. Je vous expliquerai. En fait, chaque école a des feintes ou des bottes que vous allez pouvoir utiliser. Alors les cartes là ne sont absolument pas indispensables. Elles vous permettent juste de les mettre sur votre personnage ou à côté de votre personnage, et donc du coup de ne pas avoir à tout noter. Voilà, ça c'est pour les cartes d'escrime. Là nous avons un tas de cartes, alors de personnages historiques qui peuvent devenir historiques ici, qui vont apparaître dans la campagne. Ça, vous pouvez avoir aussi des contacts, hein. Voilà, c'est noté contact des lames. On verra ça, tout ça dans le jeu. Et des créatures ici avec les dragons, dragon ancestral, dragon suzerain, le drac, les dracs gris, dracs noirs, les dracs rouges, les saskirs, c'est les magiciens, enfin les sorciers dracs, les dragons derniers-nés, etc., etc. Jules Mazarin, qui est le personnage le plus important de l'époque, et le plus important certainement de l'époque après le roi, et le plus important pour les lames du cardinal. Et enfin, ça je les ai mis de côté parce que j'en aurais besoin. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes en fait en gros des cartes d'archétypes que vous allez choisir pour construire votre personnage. Voilà. Donc, en sachant qu'elles ne sont pas non plus indispensables, tout est dans le bouquin, mais vous allez voir que si vous ne voulez pas vous emmerder, et vous allez très vite être emmerdé si vous ne les avez pas, vaut mieux les avoir. Hein, du coup. Et nous avons la partie centrale du jeu qui se trouve ici. Ouais, c'est pas si pratique que ça à sortir. C'est le tarot des ombres. Alors en sachant que le tarot des ombres est disponible à la vente à côté. D'ailleurs, je crois qu'il y a un prix là-dessus. Non, il n'y a pas de prix. Je croyais qu'il y avait un prix, mais je crois qu'il est disponible à la vente. Alors, ce sont des illustrations de musique qui sont absolument fantastiques. Moi, je trouve que ce tarot des ombres est d'une beauté extraordinaire. Moi, j'adore. Très honnêtement, c'est vraiment magnifique. Et encore une fois, le jeu vous dit que vous pouvez jouer avec un jeu de cartes normal. Alors c'est vrai, mais il va falloir des adaptations. Hein. Parce que vous allez vous emmerder à faire la correspondance, ça c'est sûr. Entre les lames, entre les couleurs qui ne sont pas... Il va falloir changer les couleurs, il va falloir changer les couleurs sur les personnages, ce genre de choses. Si vous remplacez du pic ou du cœur par du carreau, par les griffes ou écailles, c'est pareil dans les faits, mais c'est chiant. C'est chiant. Donc pour moi, le tarot des ombres, il est absolument indispensable, et c'est le cœur du jeu. Voilà. Ça, il faudra que je vais vous en parler de toute façon, en long, en large et en travers, parce que le tarot des ombres, ma foi, apparaît absolument... c'est un élément central du jeu. Comme vous voyez, la boîte qui va avec est absolument... Bon, je trouve qu'elle est absolument somptueuse. C'est un boulot... superbe boulot. Bon, alors... c'est pas donné. Voilà, il faut être très clair, c'est pas donné. Bon, il y a plein de cartes. Je ne sais pas si je connais pas le prix du papier ni du carton. Mais le prix du nécessaire, en fait, me semblait quand même assez élevé. Bon, il y a du matériel là-dedans quand même. Et puis surtout, on a le tarot des ombres qui est tout simplement indispensable. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour la présentation générale
hein, pour la forme que nous arrive cette nouvelle édition des lames du cardinal. Voilà. Donc, une présentation assez luxueuse, je trouve. Alors maintenant, je vais vous parler des différents éléments. On va déjà commencer par l'univers. Donc on va prendre le bouquin de l'univers qui va vous décrire absolument tout l'univers de Pierre Pével, tout l'univers des lames du cardinal, mais aussi tout ce qu'il y a autour, en fait, tout ce qui se passe au XVIIe siècle. Hein, voilà. Donc en fait, déjà, l'univers des lames du cardinal, c'est un univers où on va retrouver beaucoup de similitudes avec notre univers à nous. Hein. On va avoir effectivement tous les... comment dire on a tous les personnages historiques. Hein, donc on est à l'époque de Louis XIV, là, bon, vous verrez après. Et donc tous les personnages historiques existent. Et le monde n'est pas si éloigné que de nous, sauf que, effectivement, dans ce monde, les dragons existent. Et les dragons existent depuis la nuit des temps. Mais ils ont régné sur la Terre absolument pendant très longtemps, avant même que les hommes existent. Quand les hommes sont arrivés, ça correspond à peu près à leur déclin. Hein. Avec ils n'arrivaient plus à des problèmes de fertilité, et donc forcément leur race commençait à se réduire. Hein. Et en fait, toute l'intelligence extrême des dragons ancestraux a baissé chez les dragons suzerains. Et ils se sont plus ou moins fondus dans la masse humaine, un peu en attente de leur heure. Et en fait, leur heure, pour eux, est arrivée avec la découverte du Nouveau Monde. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Monde, en fait, Christophe Colomb est revenu avec ses caravelles remplies de jusquiame dorée. La jusquiame dorée, c'est quelque chose qui permet aux dragons d'affirmer leur puissance magique, et de retrouver effectivement toute leur gloire, si je veux aller. Les dragons suzerains ont fini par engendrer de nouveaux dragons, des derniers nés, qui eux ont surpassé l'intelligence de leur père, hein, de leur père et mère, des dragons suzerains, et ils sont prêts à reprendre leur place qu'ils estiment leur revenir dans le monde, et asseoir de nouveau la domination draconique. En gros, ça, c'est pour le truc. C'est d'une manière générale. Alors, dans le bouquin, on vous présente effectivement l'écologie draconique et ses créatures. On commence par les Archéens, c'était les tout premiers dragons. Les dragons ancestraux qui les ont supplantés. Bon, je ne vais pas vous faire tout le détail, hein, je ne vais pas vous lire le bouquin. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les dragons suzerains. Les dragons suzerains, c'est la plupart des dragons actuels, en fait. Hein. Les dragons ancestraux ont disparu depuis très très longtemps, voire il y en a encore dont leur esprit est dans des pierres d'âme. On a les derniers nés. Ça, ce sont les derniers nés, c'est les dragons qui sont nés après la découverte du Nouveau Monde, et grâce à la jusquiame dorée qui est arrivée. En fait, les derniers nés surpassent en intelligence les dragons suzerains, et ils n'ont... Alors, c'est pas les dragons ancestraux, hein, mais en fait, bon, ça va être quelque part ces dragons-là qui vont prendre le contrôle, hein, si rien n'est fait. En sachant que les dragons, effectivement, peuvent avoir leur forme dragonique, et ailée, et tout machin, tout ce que vous pouvez savoir. Hein, c'est des vrais dragons, hein, ils soufflent des trucs, hein, comme dans n'importe quel jeu d'Heroic Fantasy. Mais également, ils peuvent prendre forme humaine, comme dans beaucoup de jeux d'Heroic Fantasy aussi, et en fait se fondre dans la politique humaine pour manipuler les rois, les souverains, les grands de ce monde vers en fait des conjurations qui vont leur permettre de nouveau asseoir leur puissance. Donc on vous parle de tout ça, on vous parle des dragonnets, on vous parle des vivernes. Oui, les tarasques, hein, ce sont des gros animaux draconiques, effectivement, utilisés comme grosses bêtes de somme pour des travaux. Alors tout ça, bien sûr, ça c'est connu, hein, c'est au milieu de tous les gens vivant à l'époque. Hein. Les dracs, c'est une race humanoïde.
Je trouve qu'ils ont une classe folle sur ces dessins. Une race humanoïde qui a été créée par les dragons ancestraux pour être des esclaves. Maintenant, ils sont plus ou moins émancipés, ils sont au sein de la société humaine sur leur apparence comme ça, mais en fait, il y a une forme de ségrégation sur... alors, je sais plus, on vous dit comment ils sont enfermés toutes les nuits, je ne sais plus où. Donc, bref, voilà, ça, ce sont les dracs. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a de différentes couleurs, hein, en fonction de leur, leur psyché, on va dire. Et les Saskirs, qui eux sont des dracs sorciers et qui manipulent la magie des arcanes. Vous avez également les sans mêlés. Alors, parce qu'en fait, dans le jeu, vous pouvez jouer des sans mêlés et vous pouvez jouer des dracs aussi. Alors, les sans mêlés, ce sont des demi-dragons, quelque part, hein, une union d'un dragon et d'une femme humaine. Et en fait, les sans mêlés sont un peu rejetés par à la fois les humains et les dragons et considérés comme des aberrations. Par contre, ils sont très intéressants pour, pour leurs employeurs, car ils ont effectivement des compétences assez hors normes. Hors normes. Voilà. On va vous parler ensuite de toutes les sociétés draconiques, hein, l'Alliance des Sept Gardiens. On va vous parler d'autres créatures. Alors, voilà. Donc, les doppelgangers qui peuvent remplacer, effectivement, hein, vous imaginez quelqu'un qui peut remplacer... Enfin, un dragon sous forme humaine qui peut remplacer un être humain au sommet du pouvoir, vous imaginez ce que ça peut donner en termes de manipulation et de conjuration. On vous parle des artefacts draconiques, bon, je vous parle rapidement là-dessus, et on vous parle surtout de la griffe noire. La griffe noire, qu'est-ce que c'est? C'est la loge, en fait. La griffe noire, c'est une association, une société, en fait, draconique, qui est là, justement, où leur but est de reprendre le pouvoir sur la planète. Et donc, vous allez voir là qu'il y a quand même des tensions entre eux. Il y a même des humains dedans, hein, qui sont de la Garra Negra, la griffe noire, donc la première loge, plus d'autres loges qui essayent de prendre le pouvoir, de se tirer un peu des coups dans les pattes. Hein. Donc là, on va vous présenter en fait le conseil de la griffe noire, hein, avec tous les personnages. Hein. Vous avez l'ancien, l'orateur, le marchand, la sorcière, et j'en passe. Et là, on vous parle de toutes les loges mineures. Et parmi les loges mineures, en fait, il y a la loge des arcanes qui avait disparu, et là, qui a été reformée. Alors, pourquoi loge des arcanes? Parce que vous verrez, dans tout le jeu, les arcanes sont ce qui donne c'est le reflet de la puissance magique draconique. Donc là, pour chaque arcane, on vous donne un des dirigeants, en fait, de la loge des arcanes. Hein, tout est expliqué. Gentilhomme au corbeau, etc., etc. Voilà, donc... et là, on va arriver au setting, mais je vais vous en parler un peu après. Donc voilà, en gros, ce que le jeu vous donne un aperçu des dragons, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent, et comment ils s'y prennent. Donc déjà, ça, c'est assez chouette, et vous n'avez pas besoin d'avoir lu les romans, bien que je vous y encourage fortement, parce qu'en fait, vous avez tout dans le guide de l'univers, et c'est absolument suffisant, vraiment suffisant pour jouer aux lames du cardinal. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Alors, le titre, c'est les lames des cardinals. Bah, sans surprise, on va jouer des lames du cardinal. Alors, qu'est-ce que c'est des lames du cardinal? C'est une troupe d'élite, de breuteurs, de types qu'on a réunis. En fait, qu'une personne a réuni, hein, dans les romans, c'est le cardinal de Richelieu. Et en fait, comme le dit Pierre, en fait, quelque part, c'est des barbouzes, quoi. Hein. On va pas leur donner que des missions toujours reluisantes. Hein. Ça peut être très bien d'aller assassiner quelqu'un, pourquoi pas. Bref, ce sont effectivement des personnes assez extraordinaires, des personnes d'élite, quasiment en fait des agents secrets de l'époque, si on veut, quoi. Et eux, ils vont être au service en fait de la couronne, alors pas directement, mais du ministre. Alors là, ici, c'est Mazarin, ce n'est plus Richelieu, vous allez vite voir pourquoi. Et on va leur donner des missions pour contrecarrer, en fait, tous les plans des dragons qui ont qu'une chose en tête, c'est mettre à la tête de chaque royaume européen
un membre de leur race. Donc voilà, ça, ce sont les lames du cardinal. Dans les bouquins d'origine, il y en avait 9. Ils se sont dissous à la fin des romans. Et ici, on va jouer 15 ans après. Donc en fait, ici, on joue sous le règne de Mazarin. Louis XIV est encore enfant. Mazarin est en gros le ministre, c'est le dirigeant de la France, hein, quelque part, hein, enfin quasiment. Et lui, avec les troubles du royaume, avec les menaces draconiques, a décidé de reformer les lames comme lui avait laissé dans un testament et conseillé Richelieu. Donc on va jouer 15 ans après, donc on va jouer en 1648. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Alors pourquoi c'est une bonne idée? Parce que c'est exactement ce que je pense dans n'importe quel jeu basé sur des romans. Jouer au moment pile poil du roman, moi, ça m'a jamais vraiment convaincu parce que vous n'êtes pas les héros. Les héros, ce sont les héros du roman. Ce n'est pas vous. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, jouer 15 ans après permet de se détacher, en fait, des événements décrits dans les romans et de prendre le jeu à votre compte et de raconter vos propres histoires. Et ça, je trouve que c'est vraiment un excellent parti pris. Voilà, donc on joue 15 ans après. 15 ans après la fin de la trilogie. On vous propose quand même tout un setting, parce que tout le bouquin, c'est quasiment un setting, après avoir présenté la conjuration des silencieux, en fait, qui commence en 1642. On va vous expliquer toute une conjuration, je vais pas rentrer dans les détails, déjà pour pas spoiler, et on va vous présenter donc toute une conjuration qui agit dans l'ombre, avec l'aide ou pas des dragons. Et donc vous avez ça jusqu'en... on vous présente tous les personnages qui vont agir. Et ça va être vraiment votre base de campagne, si je veux. Oui, ça c'est une viverne. Hein. Ce que j'avais pas dit, c'est que les vivernes, en fait, dans le monde des lames, vous avez aussi des vivernes et on peut se déplacer à d'autres vivernes. Il y a des viverniers qui existent. On peut vous envoyer des messages avec les dragonnets. J'ai pas développé tout ça, donc parce que je supposais que vous le saviez. Donc ce sont vraiment des parties fantastiques. Vous imaginez les Trois Mousquetaires avec des vivernes survolant Paris, ce genre de choses. Ça donne tout de suite un cachet absolument fantastique. Voilà, donc la conjuration des silencieux. Là, on va vous présenter tous les sortilèges avec... En fait, là, on va vous présenter effectivement les serres d'âme. Hein. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des dragons ancestraux dans des serres d'âme et vous pouvez vous lier à un dragon ancestral et vos deux âmes n'en font quasiment plus qu'une après. Enfin bon, bien sûr, ça ne va pas se trouver au coin d'une rue ni chez le brocanteur. La jusquiame dorée qui permet effectivement d'accéder à la puissance des dragons pendant très peu, qui est absolument dangereuse au possible. Vous pouvez très bien en mourir net. Donc vos personnages, je vous conseille de ne pas trop de ne pas trop en abuser. Vous voyez, vous avez après tout le setting, donc les réseaux de contrebande de tous les objets draconiques, la jusquiame dorée. Pourquoi? Parce que la jusquiame dorée est bien sûr destinée aux dragons. Mais il y en a une partie qui reste sur les marchés noirs. Hein. C'est comme ça que des occultistes vont pouvoir en récupérer, se fournir auprès du marché noir. On va parler de la rance, une maladie terrible, ce qui est un peu, quand vous êtes trop près d'un dragon, de l'influence d'un dragon, de l'influence d'un objet draconique, enfin bon, bref, l'influence d'un dragon. Vous pouvez développer ce qu'on appelle la rance. Qu'est-ce que c'est la rance? C'est une sorte de peste qui, en gros, va finir par vous tuer et mais avant tout ça, effectivement, vous serez traité exactement comme les pestiférés. Vous serez obligé de mettre une robe de bure et prendre une crécelle. Donc ça c'est la rance. D'ailleurs vous avez un personnage en fait des romans qui atteint de rance, hein, il n'en meurt pas, mais il allait en mourir avant de... Enfin bref. Ici, à partir de là, vous avez tout le setting, donc l'Europe de Mazarin. On va vous décrire toute l'Europe. Alors vous avez un petit précis historique. Alors ce qui est vachement bien, ce que je trouve
dans les romans de PH, ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous avez tout cet aspect de fantastique de dragon, mais ça ne vient pas écraser et remplacer l'histoire. C'est toujours subtil. Par exemple, l'Espagne, on l'appelle la cour des dragons, parce qu'en fait, le roi est très faible, on va dire, et en fait, il est manipulé par des dragons qui agissent dans l'ombre. Et donc, tout ça, on va déjà vous parler, en fait, de tout le contexte historique, avec cet ajout par petites touches, en fait, de fantastique. Et ça, moi, je trouve ça très, très intelligent, très bien foutu. En plus, toute la description de l'historique de l'époque, c'est une histoire, c'est une période c'est vraiment très riche en histoire. Et là, pour celui qui n'est pas, qui ne connaît pas vraiment cette période, et ben là, on vous explique en fait tout ce qu'il y a à savoir pour jouer, hein. De toute façon, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est David qui m'a dit, ah ça m'embête parce que moi je connais pas bien l'époque, mais en fait je vais lui dire, on s'en fout, hein. Quand on regarde par exemple, je sais pas, vous regardez Les Trois Mousquetaires, ou vous lisez le roman Les Trois Mousquetaires, bah, en fait toute la géopolitique de derrière, ça passe un peu en arrière-plan. Et ici, vous pouvez le faire aussi, mais vous pouvez bien sûr l'emmener sur le devant de la scène pour faire des complots gigantesques, hein. D'ailleurs, en fait, les Trois Mousquetaires, c'est un complot. Hein, enfin, c'est pas un complot, oui, c'est un complot de Richelieu visant à discréditer la reine. Euh, le duché de Lorraine, messieurs. Avec la Motte. Ici, ça c'est la Motte, c'est à côté de chez moi, c'est pas très loin. Ville, la dernière vers Lorraine, détruite par les Français. Voilà, donc on va vous décrire effectivement le Saint-Empire romain germanique, hein, l'Angleterre et les îles britanniques, le royaume de Suède, etc., etc., etc. On parle même un peu de l'Asie, de la Chine, du Japon, du Brésil. Bon, c'est très succinct. Une carte de France. Et là, on va vous parler de la France de Louis XIV. La mort de Louis XIII, la Fronde, etc. Et en fait, parce que la Fronde, c'est aussi... Alors, la Fronde, c'est un événement historique et qui va être en toile de fond de vos campagnes. Alors vous avez d'un côté la Fronde, vous avez de l'autre côté la Conjuration des Silencieux, vous avez Mazarin qui va être là, puis après qui va être discrédité, répudié, et puis qui va revenir, ce qui peut donner, vu que les lames sont fondées par lui, qui peut donner des trucs très très intéressants pour pour tous vos scénarios. Donc voilà. Là, vous avez tout le setting. Donc ça, c'est vraiment bien fait. On va dire comment on vit à cette époque, les voyages, les riches, qu'est-ce que c'est, les nobles, les repas typiques des nobles, la table, qu'est-ce qu'on y mange, etc. C'est très, très détaillé. On parle des armes, de l'armée, de la médecine. Bref, une fois que vous aurez lu ça, vous serez un spécialiste et vous pouvez jouer sans problème. Pareil, le pari des lames. Voilà, là, on va décrire Paris en détail, hein, car c'est là que beaucoup de choses vont se passer. Les gazettes et les courriers avec les fameux viverniers. Voilà. Bon, je vais un peu arrêter là parce qu'on j'en ai assez parlé, je pense. Et je voulais juste vous montrer quelque chose. On parle des ennemis. Chez les lames, en fait, voilà, on vous explique. Et c'est pareil, ils auraient pu reprendre en fait le QG des lames des romans. Mais là, on est 15 ans après. Et on vous donne un autre truc, un autre endroit où qui va être le QG de vos personnages. Ça aussi, c'est bien, parce que ça permet de prendre du recul par rapport au roman. Et donc, du coup, de créer, comme je le disais tout à l'heure, vos propres histoires et de vous en emparer complètement avec son plan, etc., les ressources. Ouais. Et là, vous avez... Alors ça, ce sont les personnages des romans qu'on redécrit ici, qui peuvent éventuellement apparaître dans vos campagnes. Enfin, ceux qui sont encore vivants. Voilà, voilà. Et enfin, une dernière partie qui est très intéressante, en fait, c'est la chronologie de l'époque où on va jouer. Alors, ça commence en 1644, donc 4 ans avant vraiment le début de votre campagne. Donc là, on va vous dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Europe à cette époque-là. Et quand on va arriver en 1648, vous allez voir, là, on est tout de suite... Oui, on va vous parler de la fronde parlementaire. Et on va détailler beaucoup plus les événements, forcément, puisque ça va être vraiment
votre fond de campagne, on va dire. Vous voyez, 1648, 1649. Alors bien sûr, vous pouvez jouer dans ces années-là au départ. Bon, ce qui est quand même conseillé, c'est de jouer au début. Comme ça veut vous donner une campagne sur plusieurs années avec toujours en fond ces événements historiques et cette conjuration des silencieux. Voilà pour ça, tout le livre de l'univers. On termine par des noms et des prénoms, en fait, répondus avec, voilà. Alors, comme je vous ai dit, voilà, avec le personnage. Voilà. Donc ça, c'était pour toute la partie de l'univers des lames. Un super bouquin hein, au niveau de la description de l'univers, c'est vraiment bien foutu. C'est fait pour que même si vous n'avez pas lu les romans, bah, vous pouvez vous débrouiller avec. Rien qu'avec ça, vous arriverez à vous débrouiller avec et quelque chose qui ne trahira absolument pas l'esprit, en fait, des lames du cardinal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Comme on dit, c'est des lames du cardinal. Ce sont ces fameux bretteurs, soudards, ou ce que vous voulez, au service de Mazarin. Donc on va voir comment en fait on crée un groupe, parce qu'en fait les lames du cardinal c'est un groupe et on le voit dès la création du personnage. Alors la création du personnage, tout est résumé ici. Hein, alors là on est dans le livre du jeu, là où on présente toutes les règles, hein, contrairement au guide de l'univers que l'on vient de voir. Donc on va choisir des profils, on va voir les compétences, les caractéristiques, le choix des arcanes bénis, l'école d'escrime, les contacts, les ressources et en fait les derniers détails. Alors déjà pour commencer, on n'est pas dans de la création classique. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des profils. Les profils sont... Alors il y en a, je les ai notés, non je les ai pas notés. Il y a combien de profils? Je sais même pas en fait. Je les ai pas comptés. Je les avais notés pour prendre... Bon, je sais plus. Enfin bref, il y en a un certain nombre. Ouais, ce qu'on peut avoir, genre, comme profil. Finlane, Forban, médecin, érudit, libertin, mousquetaire, et vous en avez encore un tas. Et si vous n'avez pas l'essentiel, on reviendra ça après, si vous n'avez pas ce que je veux dire, le nécessaire, excusez-moi, vous avez la liste des profils, en fait, qui est page 233, qui est ici, où vous avez tous les profils associés. Enfin, qui existent, ce sont les mêmes que les cartes. Alors pourquoi? Je vais vous dire que les cartes sont plus intéressantes à avoir. Alors admettons que vous voyez que ça, il y a toutes les autres, mais je ne vais pas toutes les étaler. En fait, à chaque fois, un joueur va choisir vous allez prendre un joueur au hasard, il va choisir un de ces profils-là. Quand le profil est, il n'y en a qu'un à chaque fois. Quand le profil est choisi, il n'est plus disponible pour les autres joueurs. Et ça va être 2 fois. Vous allez faire un premier tour de table où chacun va choisir un premier profil et vous allez faire un deuxième tour de table en sens inverse de manière à ce que le dernier à avoir choisi le premier profil soit le premier à choisir le deuxième. Donc qu'est-ce qu'on a comme profil? En fait, on a en gros, ça va être leur profession ou leurs occupations avant d'être recrutés. Donc vous pouvez très bien avoir un mousquetaire médecin ou un érudit libertin ou un forban finlame, etc., etc. Toutes les associations sont possibles. Et à chaque fois sur les cartes, vous voyez, vous avez 3 propositions, si vous n'avez pas d'autres idées. Par exemple, mousquetaire, il peut très bien être garde du cardinal, ou garde d'Ammat, garde suisse. Le médecin, il peut être barbier chirurgien, docteur, sage-femme. La fine-lame peut être une breteuse, un maître d'armes, un spadassin. Un libertin, ça peut être une galante, un joueur, un mondain. Un érudit, ça peut être un libelliste, un libraire, un philosophe, et un forban, ça peut être un brigand, un corsaire ou un montant l'air. Voilà. Et vous en avez un tas comme ça. Hein. Vous avez le noble, vous avez l'officier, vous avez le religieux, vous avez le saltimbanque, le savant, le soldat, l'espion qui est là, le diplomate, l'artisan, l'artiste, l'aventurier, le cavalier, le commerçant, le conseiller et le courtisan. Avec ces illustrations qui sont le choix des gravures d'époque est assez chouette, j'aime beaucoup. Alors, admettons que, ben voilà, il y en a 2 qui restent là. Je suis un mousquetaire Finlame. Alors, on va dire que j'étais un garde du cardinal ou alors un mousquetaire du roi, peu importe.
et je suis un maître d'armes, par exemple. Alors tout ça, c'est juste pour le roleplay, hein. Il n'y a aucune influence, en fait, sur le titre. Pour le jeu, ce qu'il y a de l'influence, c'est ce qu'il y a derrière. Parce que derrière, voilà, vous avez ça. Alors, on vous donne, en fait, une petite... ça, c'est des icônes qui vous permettent, vous voyez, ça, ce sont des combattants, il y a les courtisans, les lettrés, c'est regroupé, en fait, pour vous donner une idée de ça. Et vous avez, alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une petite description et surtout, en fait, le gros, et donc le niveau de vie réaliste. Donc, c'est en gros comment, effectivement, riche ou pas riche, etc. Je vais vous passer les détails. Et vous avez à chaque toutes les caractéristiques toutes les compétences de la feuille de personnage qui sont ici. Et vous allez faire la somme des deux. Et ça va vous donner. Et vous avez en plus 4 points à dépenser en sachant que vous ne pouvez pas. Je crois que vous ne pouvez pas dépasser 6. Je crois que c'est ça. Bref. Donc vous allez faire la somme, en fait. Donc mon Finlam, en escrime, par exemple, déjà, à mon avis, il doit être balèze. Il a 4 et 3, 7, donc il le dépasse des... Non, mais c'est pas il le dépasse, je sais plus. Donc il a 7, ce qui est énorme, en fait, mousquetaire Finlam. Par contre, ailleurs, bah, ça va pas être toujours ça, hein. Bon, voilà, on est très spécialisé. Sinon, en fait, ça aurait pu être un, un diplomate, une fine lame diplomate. Et là, vous voyez, donc là, vous avez là aussi 7, le diplomate, c'est marrant. L'artiste, il a 2 en escrime, mais il n'y a pas que ça, il y a tout le reste. Donc vous allez additionner, en fait, vos compétences, hein, et vous allez les noter sur votre feuille de personnage. Elles sont toutes là. En sachant que l'escrime est à part. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'école que vous choisissez, elle va dépendre d'une caractéristique au-dessus. Donc, somme de 2 profils, les 2 compétences, et les profils vont vous donner, en fait, tout de suite et immédiatement votre... ce qui va caractériser votre personnage, qu'est-ce qu'il est. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez ses origines. Alors, les origines, ouais, donc vous avez toutes les origines françaises, les origines d'autres nations. Ça n'a aucune influence sur le jeu en termes techniques. Hein. Ce n'est que pour le roleplay. Par contre, vous pouvez aussi jouer un drac et un sans mêlée. Et là, il y a quand même une petite influence que vous allez trouver en fait au moment des caractéristiques. Parce que les caractéristiques, il y en a 4, vous voyez, puissance, vivacité, galanterie et finesse. Vous pouvez répartir 8 points en fait dans ces caractéristiques. La valeur maximum est de 3, sauf pour les 100 mêlés, eux, ils vont répartir 10 points, et les dracs peuvent avoir une puissance de 4, mais ils sont limités à 2 en galanterie. Et comment ça se note? En fait, si vous avez la valeur 3, vous noircissez une case pour ne laisser que 3 ronds libres. Si vous avez 2, vous en noircissez 2 et il vous reste 2 ronds libres, etc. Voilà. Et on verra l'utilisation des caractéristiques parce que je la trouve assez intéressante et totalement différente de tous les autres jeux que j'ai pu voir. Mais ça, on verra dans le système de jeu tout à l'heure. Voilà, donc ça vous avez les caractères, ce sont des points à répartir. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on vous explique effectivement toutes les compétences, à quoi ça sert. La vitalité et la ténacité, en fait, sont ici. Ça, c'est un truc que j'aime bien. La ténacité, grosso modo, c'est vos points de fatigue. Comment ça se note? Ça se note en barrant une case. La vitalité, ce sont vos points de vie, si j'ose dire. Et là, ça se note quand vous en perdez en croix. Alors attention, parce qu'on vous dit, pour la vitalité, on barre toujours les cases de vitalité en partant du bas de l'épée. Parce qu'on part du bas de l'épée, en fait, c'est le côté le plus... C'est pas le bas de l'épée par rapport à la feuille, c'est le bas de l'épée par rapport à la garde. Plus c'est proche de la garde, plus c'est le bas de l'épée. Voilà, et au contraire de la pointe. Donc quand vous perdez des points de ténacité, en fait, vous les perdez comme ça. Quand vous avez tout rempli en ténacité, vous êtes épuisé. Et les points de vitalité vont dans l'autre sens. Vous ne pouvez plus avoir de points de ténacité si les deux jauges se rejoignent. Et si les points de vitalité, eux, donc vous ne pouvez plus dépenser de points de ténacité. Par contre, les points de vitalité, eux, vous allez continuer à prendre des dégâts. Et une fois que l'épée est complètement remplie en points de vitalité, votre personnage est au plus mal et il est sans doute mort. Voilà. Grosso modo, voilà ce que je peux vous dire sur les points de vitalité.
Alors oui, des destinées hors du commun, parce qu'en fait, les personnages des Lames du Carnial sont extrêmement puissants par rapport aux gens lambda. Ce sont, comme on dit, des escrimeurs hors pair. Et là, vous allez choisir une école d'escrime. Et l'école d'escrime, en fait, il y en a plusieurs disponibles. Vous avez l'école des dracs germaniques, françaises, pirates, italiennes, suédoises, espagnoles, anglaises. En fait, elles sont toutes là. Et pour chaque école, vous avez des feintes. Alors au début, je crois que vous n'en connaissez qu'une. Alors dans les règles un peu avancées qu'on conseille quand on a déjà joué un peu, vous pouvez en avoir plusieurs, qui sont classées par puissance en fait. Et vous avez à chaque fois, par exemple la botte germanique, quand vous posez deux figures, je vous expliquerai comment, pour attaquer, bah, ça va vous donner un effet. Et par exemple, la, la botte de Von Danzig, vous portez un coup surpuissant à la tête, vous assommez ou tuez immédiatement l'un de vos adversaires. Alors c'est bien, sauf que ça va être très compliqué à mettre en place parce qu'il va falloir poser 4 figures. Donc voilà. Et chaque école va avoir à être plus défensive, offensive, et ça va se voir en fait dans les feintes et dans les bottes. Et c'est là que viennent jouer en fait, enfin jouer les fameuses cartes que je vous montrais tout à l'heure. Et là, voilà, 3 écoles différentes. Il faudrait que j'en trouve une dans un paquet. Voilà, je ne l'ai pas là, il y en a des autres dans le paquet et je ne les ai pas là, tant pis. C'est pas très grave, vous voyez que chaque école est associée à un symbole en fait des caractéristiques. Et l'escrime correspond à cette caractéristique de votre école. Et derrière, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez par exemple, là, vous avez une feinte espagnole. Alors, il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas que celle-là. Vous avez là voilà, la feinte pirate, et vous avez ça, c'est encore une feinte, et vous avez les bottes. Voilà, là, par exemple, vous avez une botte italienne qui est là. Les cartes ont pour le gros intérêt de les avoir à côté de votre feuille de personnage et immédiatement le voir, sinon vous êtes obligé de les noter hein, pour vous rappeler de toutes les feintes et de toutes les bottes. Voilà. Donc ça, vous en avez une au départ, je crois, vous choisissez une école, vous en avez une au départ, et vu qu'on est quand même dans un jeu de cap et d'épée, et on n'est pas là pour rire, et ben, qu'est-ce que vous avez? En plus des écoles d'escrime, vous pouvez avoir des épées, une épée qui est à vous, une épée à laquelle vous tenez. Je pensais à D'Artagnan qui arrive à Paris avec avec l'épée de son père, qui ne fait pas long feu d'ailleurs. Et si vous vous en sentez la capacité, en fait, oui, parce que ça complexifie un peu, chaque épée a des bottes ou des feintes associées. Voilà. Et ça, c'est par exemple la Pappenheimer, hein, la garde défensive. Vous posez une carte écaille de valeur égale ou inférieure à 7, elle vous rapporte une défense supplémentaire et vous perdez la main. Coup de pommeau, même si vous n'avez pas la main, vous pouvez porter une attaque en plus d'une éventuelle défense. C'est quand même assez balèze. Donc ça va vous donner des spécificités en fait pour vos supplémentaires et qui n'a rien à voir avec l'école que vous avez choisie. Donc voilà. Après, on va terminer par choisir des contacts et des ressources. Alors les contacts, ben voilà, vous pouvez, on va dire, invoquer un contact en cours de partie hein, qui va venir vous aider, pourquoi pas, ça peut être n'importe qui, ça peut être un contact faible jusqu'à une importance emblématique, hein, ça peut être, il peut influencer par son intervention le cours de l'histoire, l'emblématique, le faible, bah, en fait, c'est pour des trucs négligeables, vous pouvez fournir des informations ou des aides triviales, voilà, vous allez choisir en fait des contacts, c'est avec des points aussi. Et en fait, un truc par contre beaucoup plus important, vous allez choisir en fait les liens entre vos personnages, parce qu'en fait, vos personnages, donc comme je disais, c'est un groupe, ils peuvent avoir des liens plus ou moins forts, et ces liens vont permettre de se donner, techniquement, ça va permettre de donner des cartes au moment des combats, par exemple, au moment des résolutions d'action, en fonction de la force de votre lien avec un autre personnage de la table. Et puis voilà, vous avez créé votre personnage. Voilà, on passera au système de jeu. Donc, qu'est-ce que vous allez occultisme éventuellement, l'escrime, l'école, les feintes que vous connaissez,
les deux profils que vous avez choisis, son origine, son âge, son sexe. Derrière, oui, parce que je vous ai dit, vous pouvez également choisir des arcanes. Alors les arcanes, ça vient, c'est votre sensibilité. Vous pouvez en choisir entre aucune ou deux. C'est en fait votre sensibilité à toute la magie draconique. Une arcane va vous donner comment dire, un bonus, on va dire un bonus, parce que c'est de la magie et comment dire, vous apporte, enfin, cette sensibilité à cette arcane particulière vous apporte effectivement un avantage. Par exemple, l'enlumineur aveugle, la compétence associée, c'est bagarre, et vous allez avoir, je crois que c'est plus un point, en compétence bagarre. Par contre, la marque draconique, parce que chaque arcane est associée à une marque draconique qui n'est pas forcément un avantage, là, du coup, c'est même en fait le contraire. Hein. Par exemple, là, le personnage est impulsif. Donc, en choisissant en fait une arcane, ça va également déterminer l'aura, le caractère de votre personnage. Là, par exemple, vous avez le maître d'armes au flambeau, donc ça va être l'escrime, en sachant que je crois que deux personnages ne peuvent pas choisir la même arcane au sein de la table. Donc là, par contre, le personnage est remarquable, donc il ne passe jamais inaperçu, ce qui n'est pas forcément un avantage, comme vous pouvez le constater. Et en sachant qu'à chaque arcane bénie, il y a une arcane opposée, et que si elle sort à un moment donné dans le jeu pour une raison ou pour une autre, eh ben c'est mal, c'est comme croiser les flux, c'est pas bien. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Ben voilà, donc vous pouvez, comme je vous dis, entre 0 ou 2 arcanes, vous allez être... oui, c'est ça, c'est un don. Le don, c'est le bonus à 1 et le comportement. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai à peu près terminé la présentation de la création de votre lame, la création de votre personnage. Maintenant, on va passer au système de jeu. Bien, maintenant, je vais attaquer le système de jeu. Alors, avant d'en parler, déjà, je voudrais me faire une petite précision. Je ne vais pas parler de la rivière draconique qui change, qui donne en fait une ambiance au scénario, qui donne une difficulté supplémentaire, ni de la manière de changer les cartes lames, les cartes d'atout. En fait, dans la rivière draconique, tout simplement, parce que je voudrais me concentrer sur le système de jeu principal, qui est un système à base de cartes de tarot. Il n'y a pas de dés du tout. Et d'ailleurs, ça va même au-delà, c'est-à-dire que les joueurs, en fait, enfin, il n'y a que les joueurs qui tirent des cartes lames. Ils sont là pour... c'est eux qui vont avoir l'initiative, c'est eux qui vont mener, en fait, à la fois les actions et le système d'escrime. Je vais donc vous parler de tout ça. Alors, le système, déjà, quand on le prend ici, il se trouve quelque part par là. Donc, et je vais découper, en fait, ma présentation en deux choses. Je vais la présenter déjà au niveau d'une résolution d'une action, on va dire, simple. Et l'autre, je vais la présenter sur la résolution, en fait, des combats d'escrime, hein, parce que c'est quand même le centre du jeu. Donc, voilà. Donc on va passer déjà à la résolution d'action, en fait, et qui se gère également, en fait, avec les cartes de tarot. Alors comment tout ça fonctionne? Donc déjà c'est le tarot des ombres que je vous ai déjà montré. En fait, le tarot des ombres, il faut séparer deux choses. Il faut séparer, en fait, on va dire, les cartes d'atout d'un jeu de tarot, enfin les cartes d'atout, d'un jeu normal, donc voilà, donc toutes les arcanes, avec le reste des cartes. Et ce reste des cartes, en fait, va être posé devant les joueurs, car ils vont piocher dedans pour résoudre leurs actions. Alors, en sachant qu'au début, en fait, du scénario, où il y a une carte qui est tirée au hasard, ou que le MJ choisit, et qui va être insérée dans le paquet des lames. Pourquoi? Parce que, en fait,
quand elle est sortie, on est obligé de résoudre son action immédiatement, enfin, on est obligé de résoudre sa sortie immédiatement, et bah, c'est pas toujours bien. Enfin, c'est même en général négatif, sauf si c'est l'arcane béni du joueur. Voilà. Donc déjà, en fait, je vous ai expliqué comment ça marche, les compétences. Alors par exemple, les compétences, elles ont une valeur entre 0 et 6 ou 8, je ne sais plus, enfin bon, 8 je crois. Non, 6, enfin bon, bref, peu importe. Et je regarde ce que fout le chat. Donc il fait le con. Ok. Alors par exemple, ce que vous faites, c'est que quand vous avez une valeur d'athlétisme, par exemple, de 4, ici vous la divisez par 2 et vous arrondissez au supérieur. Vous allez comprendre vite pourquoi. Donc là, ça va faire 2. Par contre, par exemple, en équitation, on va dire que j'ai 5. Donc divisé par 2, c'est 2,5. Ça va faire 2 aussi. Si j'ai je sais pas, en Dupri, par exemple, si j'ai 6 ici, ça va faire 3. Quand le maître de jeu demande un test, il demande une difficulté que vous trouvez ici. Elle va entre moyenne, qui vaut 1, et chimérique, qui vaut 6. Absurde, c'est encore autre chose. Quand un joueur tente on va dire un test, ce qu'on appelle, alors c'est un test rapide, hein, c'est comme ça, c'est un test éclair, voilà. Quand on tente un test éclair, donc comme je vous ai dit, il y a une difficulté, admettons un truc difficile c'est 3, un truc normal, non, un truc difficile c'est 2, un truc très difficile c'est 3, et une difficulté, un truc moyen, c'est 1. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous avez votre valeur qui est ici, donc divisée par 2, supérieure à la difficulté, eh ben, le test est réussi et on n'en parle plus. Vous ne faites rien de particulier, c'est réussi. Et ça va donner déjà un jeu héroïque, hein, car en fait les lames sont quand même supérieures à la moyenne du Pékin lambda. Voilà. Alors imaginez par exemple, vous voulez sauter par rapport d'une fenêtre au premier étage en plein Paris. Le maître de jeu va vous dire, bah, c'est pas très compliqué, c'est une difficulté moyenne. Si vous avez effectivement, là par exemple, le personnage a déjà 2 en athlétisme, donc il n'y a pas de problème. Il saute du premier étage, il arrive dans la rue et il se met directement à courir après ce qu'il veut. Par contre, admettons qu'il voulait sauter sur le dos d'un cheval au galop, alors là, le maître de jeu va dire, ok, c'est une difficulté très difficile. Alors là, vous voyez qu'en athlétisme, il n'a que 2. Donc, en fait, il n'a pas réussi automatiquement. Par contre, pour battre une difficulté, il faut avoir un nombre de réussites supérieur ou égal à la difficulté. Donc, ce 2 donne déjà 2 réussites. Mais il lui en manque un. Et c'est là que le tarot va intervenir. Dans ce cas-là, le joueur tire une carte. Alors, il y a une exception à ça. Vous n'avez pas le droit de tirer une carte si vous avez une valeur de 0, en fait, dans votre compétence. Donc, vous allez tirer une carte. Si la carte est de la même couleur que la caractéristique associée, donc là, noir, noir, rouge, rouge, vous gagnez... Alors, attendez, parce qu'il faut que je reprenne mes notes. La même couleur, c'est une réussite. Donc, admettons, je tire une carte et je fais mon jet d'athlétisme. C'est une noire. Alors là, effectivement, je suis de la même couleur. Donc la même couleur, ça me donne un résultat supplémentaire, une réussite de plus. Donc j'en avais déjà 2. Ça devient 3. Le test était demandé à 3. Poum, c'est réussi. Alors, admettons que j'aurais tiré ceci, par exemple. Alors ça, c'est une figure. Et c'est de la même couleur. Alors, comme c'est une figure, hein, roi, dame, alors c'est Viverne, je crois, c'est pas valet, c'est roi, dame, Viverne. Donc, c'est une figure de la même couleur que ma compétence. Dans ce cas-là, j'ai 2 réussites. Admettons que j'ai tiré ça, ça en m'aurait donné 2. Si, par hasard, vous tirez une couleur, on va dire que ma première carte, c'est celle-là. En fait, moi, je veux du noir, je tire du rouge. Dans ce cas-là, mon test est raté. Voilà. C'est tout, c'est simple. C'est 0 réussite, et dans ce cas-là, en fait, on arrête. On n'a plus le droit de tirer d'autres cartes. En fait, on a le droit de tirer 2 cartes. Hein. La première, si ça ne suffit pas, on peut en tirer une deuxième. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre si on tire une arcane, alors comme je vous ai dit, le maître de jeu au départ positionne une arcane dans le paquet des joueurs, donc des lames, et admettons qu'il la tire, par exemple elle est là,
je sors celle-là. Alors là, dans ce cas-là, ça n'apporte 0 réussite, ça fait perdre 1 point de ténacité, sauf si c'est l'arcane béni du joueur. Dans ce cas-là, elle rapporte 2 réussites. Et voilà. Et en plus, le maître de jeu ajoute un point de jus sciam dans sa fiole. Parce que, mais ça, on y viendra après. Les points de jusqu'âme, en fait, c'est le maître de jeu qui va pouvoir, en fait, donner des réussites supplémentaires, donner des... Enfin, pas des réussites, donner des difficultés supplémentaires, donner des attaques ou des défenses supplémentaires à ses PNJ. En fait, il y a une fiole, c'est un peu comme, comme dans d'autres jeux, où, en fait, vous avez une réserve de points que vous pouvez utiliser en tant que maître de jeu. Voilà. Alors, de plus, si vous dépensez un point de ténacité, je vous rappelle, c'est ici. Dans ce cas-là, et vous pouvez en dépenser qu'un, dans ce cas-là, vous gagnez une réussite supplémentaire. Si vous dépensez des points de carac, hein, comme je vous ai dit, bon là je ne les ai pas notés, mais admettons que vous avez 3 points de carac qui restent, vous avez 3 en puissance, vous en cochez une, donc il ne vous restera plus que 2 pour la durée du scénario, mais là, dans ce cas-là, ça va vous donner 2 points si la carac demandée est celle du signe demandé, donc si j'ai athlétisme et que je dépense 2 points de puissance, je gagne 2 réussites, donc là je vais avoir 2 plus 2, je vais avoir 4 réussites. Et si la carac est égale à la couleur, admettons que je dépense du souffle parce que je n'ai plus de puissance, dans ce cas-là, j'ai une réussite et là, j'aurai 3 réussites. Et en gros, c'est tout. Alors, voilà. Donc, c'est relativement simple. Vous tirez des cartes et vous allez interpréter le résultat en fonction des couleurs ou caractéristiques. Alors, sachant que si vous avez 0 dans une compétence, je ne tirez aucune carte, vous pouvez tirer une carte. Si ça ne suffit pas, une deuxième carte. Et en fonction des couleurs ou des signes ou des... enfin, en fonction des couleurs ou des figures, ça va vous donner plus ou moins de points de réussite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, un dernier truc. C'est-à-dire, au début de chaque mission, en fait, une lame, un joueur, oui, donc une lame, possède une arcane éphémère. Il peut la dépenser. Dans ce cas-là, le test est automatiquement réussi, quelle que soit la difficulté. Ça peut être un truc complètement dingue, ce sera réussi. Alors, bien sûr, il va falloir argumenter au niveau roleplay, hein, sinon ça tombe un peu à plat, je trouve. Donc vous l'avez dépensé. Par contre, l'arcane rejoint le paquet des lames. Donc comme je vous ai dit au début de la partie, il y en a une. Là, par exemple, je la dépense, bah, il y en aura deux, hein, tant qu'elles ne sont pas sorties. Si elles sortent, elles disparaissent, hein, après. Voilà, donc si tous les joueurs font ça, vous avez 4 jours à table, bah, vous risquez de vous retrouver avec 4 arcanes dans le paquet des lames. Et comme je vous ai dit, quand elles sortent, bah, en fait c'est comme croiser les flux, grosso modo, c'est pas bien. Voilà. Donc en fait, ou des cartes, ou des points de ténacité, ou une arcane éphémère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez réussir, en fait vous allez réussir votre action, mais ça va vous coûter. Hein, voilà. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça donne un jeu héroïque. Hein, ça veut dire que vos personnages vont pouvoir réussir leurs actions, mais quelque part, bah, voilà, il va pas falloir le faire tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, ils vont commencer à fatiguer. Ça, c'est pour le système général, en fait, des actions pour les réussir ou non. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, bah alors bien sûr, tout ça, il faut le jouer avec panache et roleplay. Hein. C'est tout l'intérêt du jeu. Hein, j'en reparlerai dans ma conclusion. Alors, il y a aussi gérer une épreuve en opposition. Alors, par exemple, j'ai noté passer inaperçu au regard d'un garde. La difficulté va être la compétence, en fait, du garde. En fait, sa compétence sont... quand on dit la compétence, c'est pas forcément sa caractéristique. Hein. Les NPC n'ont pas de caractéristiques. Mais en fait, bah oui, leur compétence générale, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, et ils vont avoir une certaine difficulté que les joueurs devront battre. Donc voilà. En gros, ça va être la difficulté de l'opposition. Ouais, donc ça, je vous en ai parlé. Vous rajoutez une lame, tout ça. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour tout ce qui était résolution. Donc, ah oui, donc une carte de la même couleur, une figure de la même couleur, un point de réussite ou 2 points de réussite, un point de ténacité, une réussite, un point de caractéristique, une ou 2 réussites en fonction de celle que vous choisissez. Est-ce que c'est celle associée
à la caractéristique ou pas. Voilà. En gros, ça, c'est le système de résolution de compétences. Je le trouve relativement simple et ça change un peu des jets de dés. Et moi, je dis pourquoi pas. Alors maintenant, je vais vous parler du système de résolution d'escrime, système qui se résout également avec des cartes, qui est assez original et que finalement j'aime bien. Enfin, je vous dirai pourquoi. Alors, déjà, en fait, on va définir. Alors, un affrontement est découpé en rondes. Une ronde, qu'est-ce que c'est? C'est un tour de table. Voilà. Et il y en a 6 des rondes. Une fois que ces 6 rondes sont passées, vous allez retirer des cartes, on en commence une deuxième, etc. Chaque joueur va être ou en attaque ou en défense. Alors au début de l'action, au début de la rencontre, au début, alors ou c'est circonstanciel, genre une embuscade, et dans ce cas-là ils vont être en attaque, ou alors bah, c'est une rencontre fortuite, et dans ce cas-là on tire au hasard chaque joueur, savoir s'il est en attaque ou en défense. Voilà. Alors déjà je vais vous parler des adversaires, parce que des PNJ. En fait les PNJ sont définis très simplement. Vous avez une valeur A qui va être en fait l'attaque. Admettons qu'il a 2. Vous allez avoir une défense. Défense. Alors 1. Donc ça déjà de 1, c'est un adversaire un peu compétent, on va dire. Et vous avez une résistance. Alors la résistance, qu'est-ce que c'est? Bon, en gros, c'est ses points de vie. Donc résistance, bon, voilà. Alors on vous donne des exemples en fait de personnages en fonction de leur puissance. Bon là, je ne vais pas vous les remettre, mais grosso modo, voilà. Ça, c'est un adversaire de premier ordre, il a une défense de 3. Enfin, ce genre de choses, non, même pas. En fait, vous avez... Alors, il faut que je retrouve le tableau quand même. Ce sera plus simple. Ça doit être quelque part par là. Voilà. Un adversaire de premier ordre, il a une difficulté de 3. Et il a 4 ou 5 points de potentiel. Les points de potentiel vont être répartis entre attaque-défense. Voilà. Un opposant qualifié, il a une difficulté de 2, il a 2 ou 3 potentiels. Et un piètre antagoniste, il a un seul point de potentiel ou d'attaque ou de défense. Donc là, ça va être le maître de jeu qui va déterminer. Donc là, on va dire qu'il a une difficulté de 3, il a une résistance de 3, on va dire par exemple. Comment ça marche? Alors, au début de la ronde, donc du fameux, au début des 6, enfin de la ronde, c'est-à-dire au début de la première ronde, hein, comme je t'ai dit, il y en a 6 tours de table. Un personnage va tirer, alors par exemple, je lui ai dit que celui-là, il avait 5 en escrime, il va tirer 5 lames, 3, 4, et encore une. On va les mettre là. Pour vous montrer. Alors déjà, par exemple, vous voyez, celle-là, je la tire, ça c'est un effet néfaste, je suis obligé de la jouer tout de suite, de la montrer à tout le monde, et je la défausse. Alors je ne sais plus si je tire une carte. Bon, pour la remplacer ou pas. Enfin, on va dire que j'en tire une pour les besoins de la démonstration. Voilà. En sachant que les cartes noires, alors on parle par couleur. Les cartes noires, ce sont des cartes d'attaque, et les cartes rouges, ce sont des cartes de défense. Donc, arrive la première ronde et arrive mon premier tour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer en fait, alors en sachant que on peut avoir enfin, vous allez voir. Ok, donc c'est toujours en fait les joueurs qui imposent le rythme en fait du combat et des actions. Voilà, donc on va dire que le jeu est en attaque. Alors pour pouvoir porter un coup efficace, hein, parce que le reste en fait c'est quand même du narratif, hein, vous allez porter votre coup efficace pendant la ronde, vous êtes obligé de poser une carte noire. Si vous n'en avez pas, vous êtes obligé quand même de poser une carte rouge, peu importe. En sachant que, vous voyez, on a éventuellement des bottes et des feintes liées ou à votre épée ou à votre école d'escrime. Alors là, par exemple, pour faire une botte anglaise, la botte de la compagnie, il faudrait que je pose 3 figures. J'en ai que 2, je ne pourrais pas la faire. Par contre, une feinte d'épée, jouer une carte de sang qui n'est pas une figure,
vous obtenez un mouvement spécial. J'en ai pas non plus, donc mes feintes et mes bottes, c'est réglé. Sur ce tour-ci, c'est mort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bah voilà, moi, je joue quoi? Je joue une carte d'attaque. Mon adversaire a un point de défense. Donc il va, le maître de jeu va dire, bah moi je dépense ma défense. Et là, vous allez dire, bah voilà, j'essaie, je me fends, je fais une fente avec mon épée. Et là, le maître de jeu va vous dire, bah, que votre adversaire recule et acculé, mais arrive à dévier votre lame. Quand on dit il est acculé, pourquoi? Parce qu'il a plus de points de défense. Et vous allez donner un exemple à votre... enfin, vous allez donner une petite... un indice à votre joueur, comme quoi il a peut-être plus de défense. Vous allez jouer au prochain tour. Alors non, là, voilà, donc il apparaît. On fait le tour de table, machin, on revient à vous. Et là, bah voilà, vous allez dire, moi, je joue mon attaque. Donc c'est toujours du noir. Lui, il a plus de défense. Bah, je dis, bah là, effectivement, ton attaque fait que tu le touches. Dans ce cas-là, comme vous êtes armé, il va prendre 2 points de dégâts. Donc déjà, il n'en restera plus qu'un. Hein, on est bien d'accord. Et en plus, vous pouvez... alors, de plus, ouais, voilà. Vous pouvez jouer des cartes noires supplémentaires pour avoir arrêté un point pour faire des dégâts supplémentaires. En sachant que si je joue, en fait... Alors, c'est des cartes noires, c'est bizarre. Non, je peux jouer des cartes supplémentaires de la même couleur que mon école d'escrime. Alors, par exemple, mon école d'escrime, c'est l'écaille. Je joue une carte d'écaille. Donc, si j'avais joué ça en plus, bah, c'est une carte noire. Dans ce cas-là, je lui inflige un point de dégâts supplémentaire, mais je ne sais pas combien il a de points de résistance. Donc, je lui joue une carte, en fait, de la même couleur que mon école d'escrime. Je vais décrire mon action. Et là, j'élimine mon adversaire. En gros, c'est tout. Et il vous reste... Alors là, on a joué 2 rondes. Donc, il en reste quand même 4. Et vous n'avez plus que 2 cartes. Donc si vous avez quand même pas mal d'adversaires, ils peuvent peut-être reprendre la main. D'ailleurs, comment on fait pour reprendre la main? Je l'ai noté, voilà, à la fin de chaque ronde, admettons que j'arrive au bout de ma ronde, donc à la fin de chaque tour de table, hein. En fait, je ne l'ai pas fait sur la première attaque, mais on va dire que ça, c'est ma deuxième attaque, c'est ma deuxième ronde, c'est ce que j'ai fait. Si, en fait, j'ai joué... Je regarde toutes les cartes que j'ai posées. C'est au moins une carte qui est inférieure à la valeur 8, ce qui est celle-ci. Dans ce cas-là, je passe en défense. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre adversaire qui arrive sur moi et qui m'accule éventuellement. Dans ce cas-là, on va dire qu'on a la même chose. Le maître de jeu dit, ben voilà, il t'attaque. Voilà, là, je vous montre ma main. Je n'ai pas de carte rouge. D'ailleurs, en fait, j'aurais dû garder celle-là et jouer une noire. Je n'ai plus de carte rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais un peu trop impétueux. Mon mouvement m'a entraîné sur mon adversaire. Et j'ai celui qui était à côté qui lui en prend l'avantage et essaye de m'embrocher. Là, j'ai pas de carte noire. Donc, qu'est-ce qu'il se fait? Je vais être touché. Je vais prendre... Donc, comme il est armé, je vais prendre 2 points de dégâts. Si c'était à main nue, j'en prenais 1. Et les 2 points de dégâts, ce sont 2 points de vitalité que je coche sur ma feuille de personnage. Mais je suis quand même obligé de jouer une carte. Même si c'est une carte noire, alors que normalement, une carte de défense, c'est une couleur rouge. Donc là, je suis quand même obligé de jouer une carte. J'ai joué une dame. Donc on arrive à la fin de ma ronde. J'ai joué une dame. Ma carte, elle n'est pas inférieure à 8. Je reprends donc la main. Et là, je vais jouer ma dernière figure, qui en fait qui est une figure d'attaque. Et donc là, je vais le toucher ou pas, enfin en fonction de sa défense. Vous voyez déjà le truc, l'enchaînement. Il va peut-être falloir garder des cartes pour savoir comment vous allez pouvoir... On a un petit jeu tactique que j'aime bien. Et en sachant que quand vous touchez, vous pouvez jouer, si vous avez des cartes en fait d'enchaînement. Les cartes d'enchaînement, ce sont des cartes qui se suivent en fait. Hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, les feintes et les bottes peuvent donner des avantages. Admettons que dans ma main, j'ai 3 figures. On va dire j'ai ça, ça et ça, par exemple. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je vais jouer mes 3 figures qui en fait l'école de... Alors, j'ai joué ma carte d'attaque. Et après, je peux jouer éventuellement mes figures. Donc, j'ai joué 3 figures. Dans ce cas-là, j'active ma botte. Voilà.
Et ça marche un peu comme ça pendant toutes les 6 rondes. Alors à la fin, si effectivement, ou les défenseurs, ou enfin les opposants, ou les joueurs n'ont plus de cartes à jouer, dans ce cas-là, en fait, ça devient, on ferraille à peu près n'importe comment, et il n'y a rien, on va rien toucher. Au bout des 6 rondes, en fait, on recommence à zéro. On va retirer un nombre de cartes égal à votre valeur d'escrime, et c'est reparti. Donc voilà. Ça, alors c'est résumé très rapidement, mais ça vous donne en fait un peu une idée. Alors en sachant que le maître jeu peut dépenser des points de juscam. Par exemple, j'ai plus de défense. Par exemple, j'avais plus de défense, bah, je vais dépenser une point de juscam en lui disant que en fait mon adversaire retrouve son souffle, attrape un plateau sur la table à côté et l'oppose à la rapière du joueur. J'aurais dépensé un point de juscam. Voilà, donc ça, les points de juscam, ce sont des points, ou alors je peux même annuler une carte en fait d'un joueur, un point de juscam, n'importe quand. Donc ça, ce sont les points de juscam, c'est des points, qui sont quasiment, qui sont définis au début du scénario, et le maître de jeu peut en gagner en fonction si les joueurs tirent une lame, en fait, une arcane en fait dans leur paquet. Dans ce cas-là, ça leur donne un point de juscam. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. En gros, je suis là surtout pour vous montrer un peu le système de jeu. Voilà, voilà, voilà. Alors oui, en sachant que si vous n'avez pas de carte, ça je ne vous ai pas fait, mais si vous pouvez utiliser une fois dans le combat un point de ténacité pour repiocher des cartes, les feintes et les bottes, comme je vous ai dit, permettent de faire des effets particuliers. Je ne sais pas, par exemple, celle-là, c'est une feinte, elle joue à une carte 100. Alors, les cartes 100, c'est les cartes rouges. Carte rouge qui représente une goutte, ça c'est de l'écaille. Enfin bon, je ne vais pas la retrouver forcément. Ça, c'est une carte 100, par exemple. Et là, vous obtenez un mouvement spécial. Alors, le mouvement spécial, ça peut être je fais un roulé-boulé entre les jambes de mon adversaire, je me retrouve derrière, après, j'invente ce que je veux, ou alors je saute au-dessus du chariot de paille, et, effectivement, bon, après, vous voyez, vous faites ce que vous voulez faire en fonction de la situation. Voilà. En fonction de leurs liens, les joueurs à table peuvent se passer, hein, comme je vous avais dit, dans la création de personnages, vous avez créé des liens entre les joueurs, plus ou moins forts, et quand vous avez un lien entre deux joueurs, vous pouvez lui passer une carte. Donc ça, c'est relativement sympa. Donc bien sûr, vous allez le jouer, il faut du roleplay, bien sûr, pour faire vivre tout ça. Et dans le livret de règles, vous avez en fait, si mes explications sont forcément sommaires, hein, car on va pas, non, je vais pas y passer 2 heures là-dessus. La vidéo va déjà être assez longue comme ça. Vous avez en fait ici un exemple de combat qui est très détaillé et moi que j'ai trouvé qui me donnait bien en fait le déroulement d'un combat et qui vous aide vraiment à comprendre le système de combat. Là, je n'ai pas cette ambition. Là, j'avais simplement l'ambition de vous présenter grosso modo comment ça fonctionnait. Voilà. Alors on dit c'est utilisable pour les joutes oratoires. J'aurais bien aimé avoir un exemple parce qu'il n'y en a pas. Et ouais, bon pourquoi pas, mais j'aurais bien aimé avoir un exemple. C'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas mis. Déjà dans la V1, il n'y en avait pas. J'aurais bien aimé qu'en fait que les auteurs nous en mettent un détaillé pour vous montrer comment ça fonctionne parce qu'ils ont quelque chose en tête. Mais là, on n'a pas d'exemple, donc il faudrait y réfléchir plus en avant. Voilà grosso modo pour le système de combat. Donc en fait, ça va être un système relativement rapide. Hein. Les lames sont beaucoup plus fortes que les adversaires. Vous allez pouvoir mettre beaucoup d'adversaires, comme dans un jeu de KPDP, comme dans un film de KPDP et d'épée, et ça c'est vachement sympa. Vous n'allez pas être noyé dans plein de jets de dés, des points de vie, etc. Vous prenez un jeu, que ce soit Warhammer, que ce soit Donjon, etc. Vous prenez 10 adversaires, vous en avez pour un petit bout de temps à régler votre combat. Là, non, ça va être relativement vite, ça doit être nerveux. Et ce système de cartes que vous jouez doit faire que ça soit nerveux, à condition, bien sûr, que derrière vous donnez en fait du roleplay pour que ça soit visuel, car c'est un combat en fait qui doit être visuel avec ces systèmes de cartes qui doivent. Qu'est-ce que j'ai sur la tête? Une merde.
ce système de cartes, en fait, doit donner beaucoup de roleplay, beaucoup de cinématiques, on va dire. Voilà. Donc, en gros, je ne vais pas aller plus loin sur le combat. Voilà, donc je pourrais éventuellement expliquer si vous avez des questions, en fait, dans les questions de la vidéo. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Alors, un petit exemple de combat en 1 contre 1. On va dire, je vais prendre mon exemple là, mon ruffian, enfin mon ruffian. Mon adversaire a 2 points d'attaque, 1 point en défense, et il a 3 points de résistance. Donc, au début de la première ronde, le personnage va tirer un nombre de cartes égal à sa valeur d'escrime. Admettons que j'ai 5 points, je vais tirer 5 cartes. Voilà. Bon, encore une fois, je tire sur celle-là, c'est con. Voilà, je vais avoir 5 cartes. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque en fait que j'ai 3 cartes d'attaque et 3 cartes de défense. Alors, admettons que je suis en attaque. Alors, je suis en attaque. Je vais jouer une carte noire donc ma carte noire va permettre de porter un coup efficace. Donc ça veut dire que je suis en position de le toucher. Dans ce cas-là, le maître de jeu va dire bah, je pars ton coup, je dévie ta lame, etc. etc. Après, il faut vraiment du roleplay à ce niveau-là. Et je vais faire perdre à mon PNJ, je vais lui faire perdre un point de défense. Et là, tout d'un coup, il n'en a plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors là, je vais pouvoir donner un indice à mon joueur. Le ruffian, en fait, tu le pousses contre le bar de l'auberge. Tu le vois qu'il est en mauvaise posture. Hop, fin de la ronde. Fin de la ronde, hein, je suis tout seul. On a dit on faisait du 1 contre 1. Je vérifie si ma carte est inférieure, si dans les cartes que j'ai posées, j'en ai une inférieure ou égale à 8, ce qui n'est pas le cas, vu la carte de Viverne n'est pas inférieure ou égale à 8. Donc je suis toujours en attaque. Si j'avais mis à la place, alors ça aurait été pareil, j'aurais posé mon attaque, hein, et j'aurais eu le même résultat, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'aurais été inférieur à 8, et en fait la main, je me serais retrouvé en défense dans la deuxième ronde. Donc là, première ronde est faite. Deuxième ronde, eh ben, on va dire que je vais faire pareil. Donc, je l'attaque. Le maître de jeu va dire ah, là, j'ai plus de défense, donc tu me touches. Ok. Il va un peu broder ça, hein, bien sûr. Il va lui dire tu me touches. Donc, comme je suis armé, je fais perdre à mon adversaire 2 points de défense. Je peux pousser mon attaque. Dans ce cas-là, je peux rajouter des cartes noires. Donc, on va dire que je rajoute celle-là. Et comme elle est de la même... Alors, si elle est de la même couleur que mon école d'escrime, je vais lui rajouter 2 points de dégâts. Sinon, je lui en rajoute 1. Donc là, en fait, donc j'avais déjà fait 1 point de dégâts. Je lui rajoute 1 point de dégâts. Il ne me reste plus qu'un. Voilà. Fin de la ronde. Fin de la ronde, j'ai joué un 3. Ce qui veut dire que maintenant, je suis en défense. Mon adversaire va utiliser 1 point d'attaque. Il en reste 1. Et il va jouer alors, il va jouer un point d'attaque. Je vais être obligé de défendre. J'ai 2 cartes de défense, ça tombe bien. J'ai 2 cartes de défense. Je vais jouer mon cavalier, qui lui va annuler sa défense. Et comme je suis supérieur à 8, je reprends la main à la ronde suivante. Là, par contre, je n'ai plus de carte d'attaque. Je suis obligé de jouer ça quand même. Et là, je n'aurai plus de cartes. Et donc, je suis obligé de jouer ça. Il ne va rien se passer. Hein. Vous allez donner votre description, mais j'aurai plus de cartes à main après. Donc, du coup, et je joue un 2 en plus, ça veut dire que c'est mon adversaire qui va prendre la relève, qui va m'attaquer et me mettre un point de dégâts. Vous allez dire, je suis mal. Oui, sauf que vous pouvez faire quand même quelque chose. Vous pouvez dépenser, en fait. C'est ça. Je peux dépenser un point de caractéristique qui correspond à mon école d'escrime. Admettons que mon école d'escrime, c'est l'école italienne qui correspond au sang. Dans ce cas-là, au sang, qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais dépenser un point donc, sur ma feuille de perso, qui bien sûr que je n'ai plus là. Je ne sais plus où je l'ai mis, bien sûr, bravo Fred, comme d'habitude, ton démonstration est toujours aussi bordélique. Bref, je vais dépenser un point de caractéristique qui correspond effectivement au sang. Et là, dans ce cas-là,
dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, ça peut remplacer effectivement la pose d'une carte. Donc je peux dire que je pose une carte n'importe laquelle et le tour prochain, bah, je peux dire que je pose une carte noire par exemple et donc je vais le toucher. Enfin, je vais le toucher parce qu'il n'a plus de défense et en fait, je vais le tuer ou m'en débarrasser. C'est vous qui choisissez. Et ça, j'aurais perdu un point de caractéristique. Donc voilà, en sachant qu'il y a d'autres trucs, c'est-à-dire que vos camarades peuvent vous donner des cartes en fonction de votre lien, et ça c'est vraiment sympa. Hein. Admettons que j'ai un joueur, en fait, il me voit que j'ai plus de carte en main, il me dit, bah tiens, je te donne une carte noire, et celle-là, bah, vous allez pouvoir la jouer tout de suite et faire votre attaque sans dépenser votre point de caractéristique. Par contre, effectivement, votre camarade, lui, a une carte en moins, ça va être très circonstanciel, et voilà. Alors ça, c'était pour un exemple très très simple, vous voyez, ça doit aller vite comme ça. Ça doit aller très vite. Alors il faut bien sûr que les joueurs notent s'ils sont en attaque ou en défense en fonction de ce qu'ils ont joué dans la ronde. Et une fois qu'on a fini les 6 rondes, donc les 6 tours de table, eh ben, on recommence. Vous allez de nouveau tirer un nombre de cartes égal à votre valeur d'escrime et ça va vous donner une nouvelle main. Voilà. Alors en sachant que, par exemple, cavalier dame roi, par exemple, ça c'est très bien. Cavalier dame roi, par exemple, je porte une attaque. Je vais faire un enchaînement. Alors, je vais porter une attaque et je vais faire un enchaînement. Je vais porter cavalier. Je fais un enchaînement dame, roi. Ça veut dire que je pose 3 cartes. J'ai un enchaînement de 3. Je peux toucher 3 cibles différentes. Mais bien entendu, j'aurais dépensé 3 cartes. Donc, on a un petit jeu tactique quand même, à savoir qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on prend comme risque, etc., etc. En sachant que de toute façon, vous n'êtes quand même pas dénudé si vous n'avez plus de cartes, car vous avez toujours des points de caractéristiques, sauf qu'il faut faire attention, les points de caractéristiques ne se regagnent pas en cours de partie. Voilà. Après, vous avez des points d'unité éventuellement à dépenser. Vous avez donc les points, comme je disais, des autres. Vous avez les cartes des autres joueurs qui peuvent vous en donner, etc. Donc moi, je trouve en fait le jeu au niveau de du combat assez dynamique. Et ça, c'est cool, et ça change un peu des systèmes habituels. Alors, la magie. La magie, déjà, de base, en fait, est surtout réservée aux créatures draconiques qui la maîtrisent. Mais en fait, certains humains qui ont une valeur d'occultisme, si vous avez 0 en occultisme, vous ne pouvez pas l'utiliser, vont pouvoir maîtriser une arcane, par exemple, une arcane magique. Mais pour ça, il va falloir boire de la jusquiame dorée pour pouvoir focaliser, on va dire, l'énergie draconique magique et utiliser sa puissance pour faire un sort. Les sortilèges sont en général assez freeform, donc par contre, effectivement, les arcanes vont vous dire, par exemple, voilà, sortilège typique, ambition, recherche, tradition, et puis là, on vous donne des exemples. Mais vous pouvez, alors là, qu'est-ce que vous avez? Donc, ambition, recherche, tradition, établir un interdit, le sortilège implante dans l'esprit de la cible un interdit concernant une action, un lieu ou une personne. Si l'interdit est transgressé, la victime subit une perte de résistance vitalité égale à la puissance du sort. Le sort, déjà, effectivement, il va falloir engranger de la puissance. La puissance, et c'est là que j'aime bien, vous allez tirer, en fait, voilà, tirer des cartes, en fait, dans le paquet de tarot, on est toujours pareil. Et leur tirage va faire perdre des points de vitalité. Donc, quand vous tirez une carte, vous perdez un point de vitalité ou de ténacité. Et ce qui est drôle, c'est que si on pioche des cartes inférieures à une certaine valeur dépendant de son occultisme, vous êtes obligé de continuer à piocher. Voilà, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je tire une carte. Par exemple, j'ai tiré un 2. 2, ça va me donner un point de puissance, je vais perdre un point de ténacité. Par contre, je vais être inférieur à mon jet d'occultisme, donc je vais continuer à tirer une carte. Là, je tourne un valet. Le valet, par contre, alors je ne sais plus comment ça marche exactement. Voilà.
En fait, je vais être obligé... Là, par exemple, ça va rien me rapporter, parce que c'est pas par rapport à ce que je cherchais, mais mon sort n'est pas terminé, donc il faut que je continue à tirer. Et en fait, vous pouvez pas arrêter l'accumulation de puissance comme vous voulez, ça va être en fonction des cartes et de votre occultisme. Et si vous n'arrivez pas à arrêter votre sortilège, en fait c'est très mal parce que vous allez perdre des points de vitalité, voire des pertes de points enfin des points de ténacité, voire des pertes de points de vitalité. Vous allez peut-être tomber inconscient ou vous allez peut-être mourir suite à votre tentative de maîtriser en fait la magie. Donc ça, j'aime beaucoup en fait ce système où la magie est quand même assez instable, où vous ne la maîtrisez pas complètement. Et ça j'aime bien. Alors, je vais pas aller plus dans les détails en fait de la magie. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est quand même un système, je dirais quand même relativement réservé aux PNJ, je dirais. Je sais pas si, enfin bon, vous pouvez très bien avoir des joueurs qui maîtrisent l'occultisme, mais pour et utilisent la magie draconique, mais pour des joueurs en fait, enfin pour des lames qui sont là pour contrer les dragons, ça fait peut-être un peu bizarre d'avoir ça dans votre groupe et risque de donner des tensions entre les différents personnages, mais pourquoi pas. Donc en fait, je vais pas rencontrer plus dans la magie en sachant qu'il y a des rituels. Alors les rituels sont beaucoup plus puissants. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait la magie des sortilèges fait des effets relativement réduits, mais est quand même dangereux. Par contre les rituels sont beaucoup plus puissants, mais demandent d'autres personnes pour focaliser tout ça, sont beaucoup plus lents à mettre en place, sont beaucoup plus compliqués, etc. etc. Mais vous avez pas... Alors vous avez aussi sur chaque arcane... vous avez, par exemple, alors, plus vous montez en puissance, vous avez un tableau qui va vous dire, ben voilà, en fait, vous avez monté en puissance, ça veut dire que vous pouvez choisir une distance, vous allez pouvoir choisir un nombre de cibles, un nombre de cibles que votre sortilège va atteindre. Là, par exemple, puissance 4, 4 points de dégâts, 50 cibles, ça va être 3 points de puissance en plus, durée 1 mois, donc 5 points de puissance en plus. Par exemple, donc là, votre puissance, il en faut 4, si vous voulez 4 et 3, 7 et 5, il faut 12 points de puissance. Et impératif, 5 humains à sacrifier. Vous voyez, là, on est un peu dans peut-être un peu l'extrême. Et par contre, le rituel, qu'est-ce qu'il fait? Ce rituel est souvent utilisé lors de cérémonies impliquant des séides humains des dragons. Ces derniers bénéficient ainsi d'un surplus de confiance et d'ambition, les conduisant à se lancer dans des actions qu'ils n'auraient sinon jamais osé entreprendre. Le rituel augmente de 4 points de volonté, c'est énorme. Hein. Des 50 cibles qui deviennent ainsi insensibles à la peur, aux tentatives d'intimidation et se lancent frénétiquement dans des actes les plus audacieux. Peu en réchappent, mais là n'est pas le sujet. Donc là, vous voyez, ça va être typiquement un sort utilisé par les puissances draconiques, par les loges draconiques, pour avoir la main mise en fait sur des humains et leur faire des choses que d'habitude ils ne feraient pas. Voilà, donc ça c'est en gros, grosso modo la magie, je ne vais pas vous détailler parce que vous avez pour chaque arcane, vous voyez, chaque arcane, vous avez les sortilèges typiques et les rituels typiques. Et bien entendu, en fait, quand on dit typique, ça veut dire que vous pouvez très bien en inventer d'autres. C'est assez freeform et c'est assez libre comme système de magie. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Alors, en sachant qu'il y a 2 scénarios. Il y a un scénario d'introduction qui me semble assez intéressant, qui met en scène Athos d'ailleurs, et un deuxième que je n'ai pas encore lu, qui est beaucoup plus conséquent et qui va vous mettre vos joueurs, enfin si je l'ai lu, qui va mettre vos joueurs en face effectivement déjà de comment dire de complots, de dragons, etc. Et ça va vous poser le monde. Moi, je les trouve assez chouettes. Et vous pouvez utiliser en fait les cartes du nécessaire pour illustrer vos parties sur ces 2 scénarios. Voilà, donc ça, je ne vais pas aller plus loin dans les scénarios, je vous les laisse découvrir, mais pour moi, ils sont bons. Alors, ma conclusion, en fait, sur les lames de Cardinal. Déjà, en fait, on se retrouve dans un monde absolument fantastique, au sens propre et figuré du terme. Le mélanger en fait tout ce qui est fantasy avec des dragons, avec en fait un jeu de mousquetaires et de cap et d'épée avec des espions, des agents en fait au service de Mazarin.
Dans les bouquins, c'est au service de Richelieu. Là, on a changé le setting de départ. Comme je vous ai dit, c'est pas plus mal, c'est même mieux. Pourquoi? Parce que ça vous évite le poids des romans. Vous allez pouvoir prendre vous-même le jeu à votre compte. Les bouquins sont vraiment superbes. L'univers est très très inspirant. Moi, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Et le jeu en lui-même, avec son système de tarot à dépenser, de cartes, d'arcanes, etc., colle pour moi vraiment au monde. Son système de... Alors vous allez jouer des personnages beaucoup, beaucoup plus forts que le Pékin moyen. Hein. Et donc vous allez vraiment, ça doit être assez héroïque, comme dans des films de KPDP, avec un système de combat qui doit aller vite, qui doit être nerveux. Et ça, c'est particulièrement bien vu, je trouve. Alors, je mettrais quand même un bémol sur le système de combat. Autant le système de résolution d'action, ça va tout seul. Autant le système de combat, il se doit d'être narratif quand vous jouez une carte. Il faut absolument que le maître de jeu ou que le joueur en fait décrive son action d'une façon avec panache, avec tout ce qu'on peut attendre d'un film de KPDP. Hein. C'est virevoltant, vous accrochez au lustre, vous sautez par-dessus l'escalier, etc. Et le système en lui-même vous permet de faire ça. Mais il ne va pas, vous donner ce qui se passe. Ça va être à vous de le raconter. Donc du coup, en fait, pour les joueurs il y a des joueurs qui sont moins à l'aise avec tout ça, ça risque un peu de peut-être de les embêter, peut-être de les mettre un peu de côté, surtout si à la table, enfin quoi qu'à la table, c'est l'un d'autres qui eux sont hyper héroïques, hyper narratifs, ça peut peut-être, on va dire, faire une émulation. Par contre, si vous avez une équipe de joueurs qui ont l'habitude de lancer des dés sans trop raconter leurs actions, ça peut, à mon avis, se transformer vite en un jeu de bataille, hein, un jeu de cartes de bataille, et ce serait un peu dommage vu le système. Alors, vous avez plein de trucs différents. Hein. Vous avez les écoles d'escrime qui vont vous donner des feintes et des bottes. Vous avez les épées qui vont vous donner en fait des feintes également utilisables. Donc en fait, ça va être assez diversifié, je pense. Alors bien entendu, euh, il faut que les joueurs prennent tout ça en compte, et c'est pas forcément évident sur les premières parties, je pense. Alors, je ne l'ai pas joué, hein, bien sûr. Là, je vous donne mon ressenti à la lecture. Par contre, j'ai bien envie de le faire jouer. Ça, c'est un bon point. Maintenant, effectivement, il y a donc le tarot des ombres, qu'on vous dit, vous pouvez jouer avec un jeu de tarot. Moi, je pense qu'il est tout simplement indispensable. Pourquoi? Déjà parce qu'il est magnifique. Déjà, pour commencer, Loïc Musy a fait des illustrations absolument très chouettes. Et sinon, bah, vous allez obligé de changer vos feuilles de personnages. Et puis surtout, en fait, les arcanes ne correspondent pas du tout aux arcanes d'un jeu de tarot. C'est pas du tout les mêmes noms, donc là il va falloir faire des correspondances et ça risque peut-être très chiant très vite. Euh, Au niveau, alors là, comme je vous disais, c'est le collecteur. Alors on va pas se mentir, le collecteur il n'est pas donné, hein, il doit être à 200, 240 balles, c'est pas donné du tout. Et en fait, ce qui fait la différence de prix avec les bouquins, c'est surtout en fait le nécessaire. Alors je sais plus si vous l'achetez à part, je crois qu'il est quasiment à 80 balles ou un truc comme ça. Il n'y a pas le prix dessus, non. Euh, Dedans, vous avez le tarot des ombres, comme je vous dis, qui était essentiel, et toutes les cartes là, et les cartes de profil. Parce que c'est pareil, si vous n'avez pas les cartes de profil, bah, c'est un peu plus chiant, c'est pas infaisable, mais c'est un peu plus chiant. Donc en fait, ça va vous donner des facilités de jeu le nécessaire. À vous de voir si ça vaut le tarif demandé. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour moi, un excellent univers, vraiment très très inspirant, un univers fabuleux. Le fait de l'avoir détaché temporellement des romans vous permet justement donc de prendre en compte le monde pour vous, avec ces nouvelles lames, avec leur nouveau chef, hein, on passe de Richelieu à Mazarin, avec ce setting, il y a un setting avec la fronde, avec une conjuration derrière, on est vraiment
dans le classique des romans de Dumas. C'est vraiment très chouette, avec tous ces dragons derrière, avec tous ces complots qu'ils peuvent avoir. Non, non, franchement, moi, c'est un jeu qui m'a assez enthousiasmé à lire. Et alors, il y a des jeux, quand je les lis, bon, ouais, pourquoi pas, à jouer, ouais, pourquoi pas. Mais celui-là, j'ai vraiment envie de le faire jouer, et je suis sûr que j'ai quelques joueurs qui se lanceraient fort volontiers dans cette aventure. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les Lames du Cardinal d'Eldercraft, sur les romans de Pierre Pével que je salue de nouveau. Bref, voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça n'a pas été un peu trop le bordel parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Bon, le système est un peu différent, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux et je suis resté dans une présentation générale, hein. Je n'ai pas été, ce n'est pas un tuto de règles. Ça m'aurait pris beaucoup, beaucoup plus de temps de vous faire un tuto de règles absolument cadré. Ça vous donne une idée, en fait, de comment on joue aux lames du cardinal. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette présentation vous a plu. Et puis, bah, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Tout ça, ça aide à la visibilité de la chaîne. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents jeux. Et à bientôt pour de nouvelles présentations ou de nouveaux jeux. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.